de Ganymède. Ça a été publié dans l'anthologie coordonnée par Arnaud Pontier qui s'appelle Dimension Système solaire aux éditions Rivière Blanche. C'est un texte de Yann Quiraud. Telle la Lune ayant été balayée par les bourrasques de givre, la sphère cratérisée de Ganymède flottait, diaphane dans le champ holographique de la cabine de pilotage. Après plus de 3 ans de voyage depuis la Terre, à bord du Rasputin, Piotr n'en finissait plus d'admirer sa surface de glace mêlée d'impacts de météores. Le jeune Russe connaissait ce satellite de Jupiter sur le bout de ses ongles rongés. Il en avait tant révisé les paramètres pour ses examens à l'Académie spatiale qu'ils en étaient devenus des sujets de cauchemar. Cratère Baal, Enkidu, Wapi, Fassula, Siwa, Phos, Lactum. Quelle idée avait eu l'Union astronomique internationale de baptiser tous les reliefs des objets célestes du système solaire avec ces noms mythologiques abscons. Pourtant, même depuis l'effondrement des États-Unis d'Amérique et de la République impériale de Chine, l'Académie n'avait pas osé changer cela. Depuis que les épidémies d'anthrax avaient décimé ses grands rivaux, la Russie régnait en maître incontesté sur la Terre. Elle aurait pu expurger ses archaïsmes pour en leur substituer des toponymes slaves. Cela viendrait d'ailleurs sans doute un jour. En attendant, la priorité était de conforter son hégémonie en exploitant les formidables ressources de Ganymède. Après la prospection encourageante du premier lander en 2034, la deuxième mission de 2057 avait confirmé la présence de réserves presque pures de nombreux métalloïdes essentiels aux technologies de pointe qui commençaient à s'épuiser sur Terre. Scandium, hydrium, lanthanide. Cette découverte avait permis à la Russie d'asseoir sa place de première parmi les nations. Par une facétie du destin, c'était à ce moment que ses rivaux avaient été terrassés par les épidémies. D'aucuns prétendaient que le Kremlin aurait pu être à l'origine de ces catastrophes. Sergueï l'avait cependant assuré du contraire. Apparemment, les Américains et les Chinois s'étaient juste entretués. L'image de Sergueï éveilla un souvenir douloureux dans l'esprit de Piotr. Sans le vieil homme au visage vérolé, il ne serait jamais arrivé jusqu'à Ganymède. Piotr avait été un gamin des rues de Poutine-Grad, un de ces crève-la-faim, avec pour horizon le moins sombre d'intégrer la mafia, devenant dealer ou homme de main. Mais Piotr était chétif et craintif. Sans Sergueï, il n'aurait jamais vécu au-delà de l'adolescence. Le vieil homme était maire de la ville. Lors de la visite d'un centre de redressement pour mineurs, il avait remarqué le visage fin de Piotr, sous sa couche de crasse, et avait chargé un de ses conseillers de le lui amener. Sergueï n'était pas désintéressé. Il cherchait de jeunes garçons pour son plaisir. Piotr n'avait pas eu le choix, même si la pratique de l'homosexualité était diabolisée en Russie. À écouter le Kremlin, les homosexuels ne valaient guère mieux que les zoophiles et les écologistes. Passé un premier mouvement de dégoût, Piotr s'était résolu à devenir son giton, comme le vieil homme se plaisait à l'appeler. Sergueï n'était pas méchant, au contraire. L'enfant n'avait jamais rencontré quelqu'un d'une telle culture et d'un tel raffinement, même si ses inclinaisons l'orientaient vers des distractions qualifiées de décadentes par le régime, comme la poésie saphique, les romans de Dostoïevski ou les films de Tarkovsky. Grâce à lui, Piotr avait pu accéder à un univers impensable et découvrir sa vraie passion, les étoiles. Sans les appuis de Sergueï, Piotr n'aurait jamais pu entrer dans la prestigieuse Académie spatiale. Il n'avait d'ailleurs pas le physique de cosmonaute, loin de là. Cependant, ses résultats corrects en physique et une chaude recommandation de Sergueï avaient permis à son intégration, puis sa sélection dans l'équipe des ingénieurs lors du recrutement pour la relève de Ganymède. Justement, le pointeur du poste de pilotage venait de fixer sur le cratère Apophis, où se situait l'entrée de la base. L'essentiel des installations se situait en sous-sol, sans parler bien sûr de la station orbitale à laquelle ils étaient encore arrimés. L'ancienne équipe en repartirait vers la Terre, d'ici 10 jours, avec la navette cargo chargée de 35 000 tonnes de métaux rares. Piotr allait devoir rester 4 ans sur Ganymède en compagnie des nouveaux. Outre lui-même, la relève comptait 3 autres hommes. Boris, le capitaine, Fyodor, l'ingénieur en chef, et Yakov, le responsable des communications. Côté femmes, la liste était courte. Lana, le médecin, et Talia, l'agronome et diététicienne. Toutes deux arboraient des morphologies de cosaques. Par-delà ses affinités homosexuelles, rien en elle n'aurait pu l'attirer. Était-il vraiment homosexuel ? Difficile à dire.
Certes, ses relations avec les filles n'avaient jamais dépassé le registre amical et il avait fini par prendre plaisir aux caresses de Sergueï, mais en même temps, le puritanisme de la société russe ne lui permettait pas de se départir d'un confus sentiment de honte. Par un étrange hasard, lors de leurs premiers ébats, Sergueï lui avait raconté l'histoire de Ganymède, celui de la mythologie. Selon les légendes, Ganymède était un berger troyen considéré de son temps comme le plus beau des mortels. Séduit par son charme, Zeus, le roi des dieux, l'avait enlevé pour en faire son amant. Il l'avait gardé près de lui jusqu'à ce qu'Héra, son épouse, à la jalousie proverbiale, ne s'offusque de cette relation pédérastique et l'oblige à s'en séparer. Zeus avait alors décidé d'en faire une constellation, celle du Verseau. Peut-être était-ce là qui avait donné à Piotr l'envie de partir vers les étoiles. De fait, Ganymède était aussi le nom du satellite de Jupiter sur lequel les Russes avaient découvert ces immenses ressources minérales. Pourquoi les astronomes successifs depuis Galilée avaient-ils éprouvé le besoin de nommer toutes les lunes majeures de Jupiter à partir des nymphes ou des amantes mortelles du grand dieu ? Io, Europe, Callisto, Himalaya, Elara, Leda, Lycitéa, Métis, Thébé, toutes des femmes, sauf Ganymède. « Attachez vos ceintures !» lâcha Boris le capitaine de sa voix assurée, sortant Piotr de l'aigreur de ses souvenirs. Désormais le jeune homme était libre. Même si les conditions de vie s'annonçaient rudes, il n'aurait plus à subir d'étreintes forcées. Piotr se cala donc dans son siège et regarda la surface de Ganymède s'approcher sur l'écran. Apophis était situé près de la ceinture équatoriale, par 8 degrés sud, mais inutile de s'attendre à un climat tropical. La température moyenne extérieure oscillait entre -113 et -183 degrés. En fin de descente, Piotr s'amusa à identifier les reliefs. Le cratère Enkidu, le sillon Arpagia, le cratère Wii-Ila, et enfin le cercle des 65 km du cratère Apophis, où s'ouvrait le sas vers la base. Les secousses lors de la descente prouvèrent que Boris n'était pas forcément l'as du pilotage qu'il se vantait d'être. Revêtir l'encombrant scaphandre fut une autre épreuve. Après 3 ans de voyage en apesanteur, Piotr ne se fit cependant pas prier pour sortir. Difficile de résister à l'envie de fouler un vrai sol. Sa première vision lui coupa le souffle. Ganymède se situait à plus d'1 million de kilomètres de Jupiter, 3 fois la distance Terre-Lune. Mais la géante gazeuse occupait une telle portion du ciel qu'elle donnait l'impression de s'apprêter à s'écraser sur vous. Heureusement, le jeune Russe savait que Ganymède effectuait sa rotation en 7 jours autour de Jupiter depuis 4 milliards d'années. Les choses n'allaient pas changer demain. Une silhouette en scaphandre les attendait à l'extérieur, le long d'une rampe mobile qui avait été dressée pour leur arrivée. Conformément aux procédures répétées tant de fois en piscine, tous bouclèrent la sangle de leur ceinture au câble menant au sas. La gravité de Ganymède était 7 fois supérieure à celle de la Terre, soit à peine 7 fois inférieure à celle de la Terre, soit à peine celle de la Lune. Ils ne risquaient pas de s'envoler, mais un faux mouvement pouvait les envoyer à plusieurs mètres hors de la rampe, avec le risque d'une fracture, ou pire, d'une déchirure dans la combinaison. Une fois le sas franchi, un grand soulagement s'empara de l'équipe et du comité d'accueil. Par contrat, tous savaient que 6 personnes devaient rester en permanence sur Ganymède. Une défaillance aurait obligé quelqu'un de l'ancienne équipe à rester pour une nouvelle période de 4 années. L'arrivée fut donc fêtée dans la liesse avec abondance d'alcool local et force victuailles. De fait, par-delà sa température de surface létale, Ganymède offrait un environnement moins inhospitalier qu'on aurait pu l'imaginer. Sa croûte était composée pour moitié de glace. Cela permettait de résoudre 2 problèmes majeurs de colonisation, l'eau et l'oxygène, sans parler du fait que la chaleur interne du noyau en fusion créait de grandes nappes d'eau salée, liquide, sous la couche externe de glace. Les premiers colons avaient amené des tuyaux vers la plus proche d'entre elles afin de réapprovisionner et de chauffer leurs installations. Par ailleurs, le sol recelait de nombreux composés comme du dioxyde de carbone ou le sulfate de magnésium qui avait rendu possible la mise en place d'une agriculture hydroponique. L'équipe partante ne put toutefois s'empêcher de verser des larmes en trinquant avec la vodka beluga, amenée par le Rasputin. Les appareils sur Ganymède ne permettaient pas de distiller un breuvage ayant la subtilité de ce nectar exquis de la mère patrie. Il fallut ensuite s'entasser à 12 pour la période de tuilage de 10 jours, destinée à la transmission des consignes. Cela obligeait à partager les 6 cabines sans considération de sexe. Les relations étaient d'ailleurs officiellement proscrites et pouvaient entraîner l'annulation de la prime de 500 000 roubles en fin de mission.
La tradition voulait que les nouveaux partagent la cellule de la personne qui le remplaçait, afin de favoriser le passage d'informations et de respecter la hiérarchie. En tant qu'ingénieur adjoint, Piotr eut droit à un matelas dans la chambre de Nadia. Une jolie brune, sans comparaison avec les 2 Cosaques avec qui il devait vivre pendant ces prochaines années. Nadia ne parut pas s'offusquer du manque d'attention qu'il montra pour ses charmes. Au contraire, elle avait sans doute eu peur de devoir gérer des avances déplacées. Leur relation devint même rapidement amicale, d'autant que la jeune femme s'avéra la plus cultivée de toute la petite communauté. Piotr fut donc ravi de découvrir la station et sa compagnie. Afin de minimiser les problèmes liés à la faible gravité, le sol était revêtu de plaques en fer, un métal abondant sur Ganymède. Une fois habitué, l'utilisation de chaussons à semelles magnétiques assurait une marche presque normale. Tout en suscitant une impression diffuse de confinement, la base avait été conçue pour maximiser tous les espaces. Outre les étroites cabines, elle comprenait une salle de contrôle, un réfectoire, une salle de loisirs, qui faisait aussi office de cabinet médical, un petit gymnase, des serres souterraines où l'agronome élevait les animaux et cultivait les plantes nécessaires à leur subsistance. Ces espaces se révélaient malgré tout assez étriqués et tenaient le plus souvent du boyau. Piotr avait espéré y échapper car son travail exigeait des sorties régulières à la surface. Cependant, dès l'ouverture du sas, Jupiter envahissait sa vue. La planète formait un disque 200 fois plus grand que la Lune depuis la Terre et semblait l'observer de son immense tache rouge pareille à un œil de cyclope. Impossible de se soustraire à l'omniprésence de cette sphère démesurée. En tant qu'ingénieur, Piotr devait s'occuper de la maintenance de l'ensemble des installations avec son chef Fiodor. Cela concernait bien sûr les excavatrices robotisées dont le rendement déterminait le montant de leur rémunération finale, mais aussi les systèmes d'approvisionnement en eau, en oxygène, en chaleur. La survie de tous dépendait de leur vigilance, d'où la sévérité avec laquelle Fiodor traitait la moindre des distractions de Piotr. Son chef se montrait bien plus tyrannique que le jeune Russe ne l'avait pensé. Lors des sélections avant le départ et à bord du vaisseau, aucune friction particulière n'était apparue. En revanche, depuis leur arrivée, Piotr sentait une tension croissante. Les 5 premiers jours, ils avaient été accompagnés par Nadia et sa chef Olga. La présence des 2 femmes avait limité les tensions. Désormais, elles rédigeaient leurs rapports de fin de mission et empaquetaient leurs affaires. Piotr et son chef se retrouvaient donc régulièrement seuls. « Regarde donc ce que tu fais !» n'arrêtait pas de crier Fiodor. « Mais c'est du n'importe quoi ! Où t'as dégoté ton diplôme ?» Piotr avait voulu échapper à l'emprise de Sergueï. Le vieil homme dont l'appétit sexuel déclinait avait fini par céder et par laisser partir son protégé, mais Ganymède se révélait un monde bien plus oppressant. Et dire qu'il avait signé pour 4 ans. Ils avaient rejoint Ganymède depuis 8 jours et ils se trouvaient tous les deux à l'extérieur, le long du pipeline amenant l'eau à la base, lorsque le casque de Piotr résonna d'un juron qui le terrifia. « Espèce de petit pédé !» L'injure de Piotr, relayée par le canal radio des scaphandres, le percuta de plein fouet. Il avait toujours pris soin de dissimuler son passé. En outre, Sergueï était un membre du parti trop influent pour laisser vivre quelqu'un qui aurait osé véhiculer des rumeurs à leur sujet. « Sale pédé !» répéta Fiodor, « je vais t'avoir !» Le cœur battant à tout rompre, Piotr se tourna vers son chef, laissant tomber dans son trouble la clé à molette qu'il tenait à la main. Le soulagement de constater que ses injures s'adressaient au boulon d'une pompe relais ne fit guère baisser son rythme cardiaque. D'autant que son chef enchaîna. « Au lieu de me regarder comme un con, aide-moi plutôt, ramasse la clé et passe-la moi. T'es vraiment un bon à rien. Encore un coup comme ça et je demande ton renvoi pour incompétence. Comme ça, j'aurai la compagnie du cul de Nadia plutôt que ta face de minet. » Le rire gras de Fiodor le choqua autant que l'allusion sexuelle. Piotr ramassa néanmoins la clé à molette et la lui tendit. « Tu n'as pas besoin de te laisser insulter par ce gros porc, » entendit-il alors dans son casque. « Qu'as-tu dit, Fiodor » bafouilla Piotr à son chef qui n'écoutait pas et qui continuait à pester contre les boulons de la pompe. « Il ne nous entend pas, » reprit la voix. « J'ai coupé la liaison radio. » Le timbre de cette voix était d'une douceur étonnante. Il ne ressemblait à aucun de ceux des membres de la base. Déjà, elle reprenait. « N'aie pas peur, Piotr, je ne te veux pas de mal. »« Où êtes-vous ?»« Tu ne peux pas me voir. Je n'ai pas encore assez de force pour produire une image. »« Qui êtes-vous ?»« Je suis Ganymède. Qui veux-tu que je sois d'autre ?» Décontenancé et sans vraiment réaliser l'aberration de ce dialogue, Piotr continua la conversation.
Mais Ganymède est un amas de roches et de glace, il ne peut pas parler. Tu confonds le satellite et le dieu, Piotr. Moi, je peux parler. La confusion du jeune russe était à son comble. La légende que lui avait autrefois racontée Sergueï lui revint en un flash. Ce berger que Zeus, le roi des dieux, avait pris pour un amant et amené dans l'Olympe. Et Zeus n'était autre que le nom grec du dieu romain Jupiter. Les yeux de Piotr dérivèrent en direction de la géante gazeuse qui lui parut encore plus oppressante que d'habitude. « Oui, » reprit la voix de Ganymède, comme s'il avait suivi son regard. « Il est là aussi, bloqué depuis des siècles, comme toutes ces amantes autour de nous. Io, Leda, Callisto, Europe. J'ai cru comprendre que vous aviez nommé notre continent Europe. Comme j'aimerais le revoir. Les vertes collines du Péloponnèse, le bleu intense de la mer Égée. « Mais arrête donc de rêvasser !» cria Fiodor. « Reprends ta clé, passe-moi l'arc à souder. »« C'est vraiment une brute épaisse, » déclara la voix. « Tu ne tiendras jamais 4 ans sous ses ordres. » Piotr ne put que reconnaître le bien fondé de la remarque, tout en secouant la tête face à la démence de la situation. Il se trouvait à 800 millions de kilomètres de la Terre, et il échangeait des paroles avec un inconnu. « Tu n'es pas en train de devenir fou, rassura la voix. Je suis vraiment Ganymède. » Comment est-ce possible? C'est une longue et triste histoire. Un sale coup de Gaïa. Piotr se souvint d'autres légendes à propos de la déesse mère de la terre. À ce moment, Fiodor attrapa Piotr par le bas en hurlant. « Tu m'écoutes, oui? C'est fini, et pas grâce à toi. On rentre à la base. Tu vas voir le rapport que je vais te pondre. »« Mais tue-moi donc cet imbécile, » suggéra la voix, avec une pointe d'exaspération. Mu par un réflexe incompréhensible, Piotr vit son bras droit s'élever et retomber sur le casque de Fiodor avec une violence dont il ne se serait pas cru capable. Malgré la rigidité de la coque, le premier coup fut suffisant pour l'étourdir et l'empêcher de se défendre. La vitre céda au troisième choc, projetant des morceaux de chair qui gelèrent instantanément dans l'atmosphère raréfiée de Ganymède. « Qu'ai-je fait ?» se lamenta Piotr en réalisant la gravité de son geste. « Tu viens de nous débarrasser d'un balourd à la cervelle de cyclope, » plaisanta la voix avec détachement. « Mais j'encours l'exécution immédiate pour ça. » Pas si tu tues les autres aussi. Il n'y a que des brutes épaisses, sauf la petite Nadia, qui est un peu cultivée. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que je les pratique quotidiennement depuis 4 ans. Vous les pratiquez? Je sais, admit la voix. C'est un peu compliqué à admettre. Ce serait plus simple de considérer que tu deviens fou. Mais ce n'est pas le cas. Je suis l'esprit du vrai Ganymède, qui a été exilé ici il y a 2000 ans par une ruse de Gaïa. Ce ne sont que des mythes, lâcha Piotr incrédule. Tu as le droit de le penser, ironisa Ganymède, comme les autres mortels. Mais assieds-toi plutôt. Il te reste 2 heures et demie d'oxygène, c'est largement assez pour ce que j'ai à te raconter. Piotr vérifia avec stupéfaction que la jauge indiquait bien cette durée, et s'assit, docilement, comme il avait obéi quelques minutes auparavant à l'injonction de tuer Fiodor. Ce que tu prends pour des légendes est en fait la réalité, déclara la voix. À la réserve près que les dieux ne peuvent exister que si des êtres intelligents croient en eux. Quand ils ont de nombreux fidèles, leur pouvoir devient immense. Dans le cas contraire, ils se dissolvent dans la nature. Le jeune russe écoutait, prostré, son regard oscillant de la géante gazeuse dans le ciel au corps désarticulé de son ancien chef. Un instant, il se demanda s'il n'est pas en train de devenir schizophrène. Mais la voix continuait, claire et nette. Un jour, Gaïa, la mère de Jupiter, a pris peur devant l'extension de l'Empire romain grâce à la puissance de son fils. Cela menaçait la diversité des hommes. Connaissant l'ego de Jupiter, elle lui a suggéré d'établir ses quartiers sur une planète qui soit plus à sa mesure que la misérable Terre. Pour vaincre ses réticences, Gaïa lui proposa de placer toutes ses conquêtes amoureuses sur les satellites de la planète afin qu'ils puissent nous rejoindre facilement à l'insu des rats. C'est ainsi que Jupiter a quitté la Terre, monté sur la chevelure d'une comète, accompagné de toute sa cour. Que nous étions magnifiques. Rien à voir avec les ectoplasmes que nous sommes devenus. Pourquoi n'êtes-vous pas repartis vers la Terre?
Parce que Gaïa avait manigancé un piège. Pendant que nous étions éloignés, elle a manipulé l'esprit des empereurs romains pour qu'ils se détournent de nous. En l'an 392, elle est parvenue à convaincre Théodose Ier de faire du christianisme la religion d'État de l'Empire. Comment l'avez-vous appris? Oh, je ne l'ai compris que très récemment, grâce à Nadia. Elle est cultivée, cette petite. Elle connaît bien l'histoire antique. Grâce à ses connaissances, j'ai reconstitué la ruse de Gaïa. Quand nous sommes arrivés ici, Jupiter s'est mis à folâtrer. Il adorait visiter tour à tour ses amantes, et moi. J'ai même la faiblesse de croire qu'il me voyait plus souvent qu'Io ou Callisto. Pour les dieux, le temps n'a guère d'importance, donc Jupiter ne s'est pas méfié. Un jour, cependant, il s'est rendu compte qu'il manquait d'énergie. En fait, le nombre d'humains croyant en lui s'était effondré. Et la distance aggravait le phénomène. Quand Jupiter a voulu nous ramener sur Terre, il n'en avait plus la force. Progressivement, il a même été obligé d'espacer ses visites vers nous. Maintenant, ce n'est plus qu'une divinité borgne, sénile, incapable de quitter sa planète. Le regard de Piotr se posa sur la géante gazeuse qui illuminait le ciel. Elle semblait l'observer. Comme un obsédé impuissant, avait-il tendance à penser désormais, en peinant à réfréner la tentation de lui superposer le visage de Sergueï. Et Gaïa? Apparemment, cela ne lui a guère réussi. Favoriser le christianisme était une opération suicide pour elle aussi. Les humains ont cessé de la considérer comme une divinité. Un doute envahit Piotr. Si ce que tu dis est vrai, comment peux-tu me parler alors que plus personne ne croit en Jupiter ou toi? C'est grâce à Nadia, comme je te l'ai dit, cette petite est très érudite. Elle passe ses loisirs à lire des contes mythologiques. Cela m'a insufflé la force de réexister. Mais je revais surtout depuis ton arrivée. Tu es cultivé et en même temps, tu as une grande affinité avec moi. À l'intérieur de son casque, Piotr sentit son visage s'empourprer en entendant révéler son secret. « N'aie pas honte, Piotr, » déclara Ganymède. « Les êtres à l'esprit obtus comme Fiodor condamnent l'homosexualité, mais du temps de la Grèce antique, elle était considérée comme aussi digne d'éloge que l'hétérosexualité. Il n'y a qu'à lire Zénon plus tard qu'au Platon. » Piotr sourit à l'invocation de ces noms que Sergueï citait si souvent, mais son regard dériva vers le casque fracassé de son ancien chef. Devenait-il fou? Ou bien était-il vraiment entré en contact avec une divinité? Impossible de répondre, même si la rationalité l'inclinait à craindre la première option. Ce n'était pas le moment de s'apitoyer. L'instinct de survie devait primer. Piotr jeta un coup d'œil à sa jauge. Il lui restait moins de 2 heures d'oxygène. Qu'est-ce que je peux faire alors? Tu n'as qu'à dire qu'il y a eu un accident. Il y aura une autopsie, ils ne me croiront pas. Alors tu n'as qu'à les tuer tous. À part Nadia, je ne les regretterai pas. Ce sont des mortels si frustres. Mais on ne peut pas courir le risque de la laisser vivre. Comment vais-je faire? Tu connais la réponse mieux que moi, Piotr. C'est toi l'ingénieur. De fait, tout en posant la question, le jeune homme avait combiné mentalement toutes les catastrophes qu'on lui avait appris à anticiper. De quoi concocter un plan imparable. Il n'avait plus le choix. Le trajet vers le sas fut lugubre. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'esprit raffiné de Ganymède se désagrégeant sur ce planétoïde glacé et au destin sinistre de Jupiter, condamné à une décrépitude onaniste. De retour à la base, Piotr prétendit que Fiodor était tombé dans une crevasse. Même si certains, dont le capitaine Boris, manifestèrent une expression de suspicion, personne n'osa douter ouvertement de sa version. Il fut donc convenu qu'une expédition irait le chercher le corps le lendemain. Rien ne l'urgeait désormais. Dans sa cabine, Piotr fut pris de convulsions nerveuses. Son enfance avait été odieuse, il avait été obligé de mentir, de voler, de vendre son corps. Mais jamais de tuer. Nadia le consola comme elle put avant de la laisser seule en lui donnant un comprimé calmant. Lui aussi la regretterait. Mais elle devait mourir. Piotr attendit la nuit. Il n'y avait pas de véritable journée puisque Ganymède montrait toujours la même face à Jupiter et que le soleil était trop loin pour le concurrencer. Toutefois, afin de créer un semblant de normalité, la vie était calibrée sur le jour terrestre, selon un roulement hebdomadaire. Seules 2 personnes assuraient à tour de rôle une veille entre 23h et 6h du matin. Cette nuit, il s'agissait d'Andrei, le médecin de l'ancienne équipe, et de Yakov, le nouveau responsable des transmissions. Ce n'étaient pas les plus costauds, mais Piotr s'était demandé s'il aurait la force de les exécuter froidement.
Après tout, avec Fiodor, il avait agi sous le coup de la fureur. Par ailleurs, que ferait-il quand il se retrouverait seul? « N'aie pas peur, lui souffla Ganymède. Depuis que Nadia m'a réveillée voilà 4 ans, j'ai eu le temps d'envisager toutes les possibilités. Je ne te laisserai jamais seule. Nous repartirons ensemble vers la terre. » À 1h du matin, Piotr sortit discrètement de sa cabine. Il n'y avait cependant pas vraiment besoin de se cacher, ayant juste dissimulé une pointe de foreuse en titane sous sa veste. « Très bien, le titane, » avait commenté Ganymède. « Les titans ont toujours été des coriaces. Gaïa s'en méfiait aussi. D'ailleurs, elle s'est arrangée pour les expédier encore plus loin de nous, autour de Saturne. » Piotr se rendit dans la salle de loisirs où André regardait un film. Il ne le connaissait pas, mais la vue d'un paysage de montagnes couvertes de forêts lui serra le cœur. Piotr prétexta que le calmant donné par Nadia n'était pas suffisant. Tandis que le médecin lui tournait le dos, Piotr planta la pointe de titane dans sa nuque. André s'effondra mollement, sans un cri. Piotr se dirigea ensuite vers le poste de contrôle. Avachi dans un fauteuil, Yakov était absorbé dans une partie endiablée de Sturmovik. Il leva à peine les yeux de l'écran en entendant Piotr entrer. Ce fut encore plus aisé de lui trancher la gorge avec une des arêtes aiguisées de son arme. La vue du sang s'épanchant en coulées épaisses fit trembler ses mains. Mais il se ressaisit vite. Même s'il ne le voyait pas, savoir Ganymède à ses côtés lui donnait de l'assurance. Piotr revêtit un scaphandre avant de s'installer aux commandes. Son plan en 3 étapes devait se dérouler le plus méthodiquement possible. D'abord, désactiver tous les autres équipements autonomes, puis actionner le largage dans les conduits de ventilation d'un gaz innervant. Ce dispositif avait été prévu en cas de crise de démence aiguë d'un membre de l'équipe. Enfin, Piotr déconnecta le système de chauffage, laissant la température tomber en dessous de 0. Pendant ce temps, Ganymède lui expliqua ses projets. D'après ce que j'ai lu dans les esprits de tes anciens coéquipiers, le vaisseau cargo du retour est doté d'un système de pilotage automatique. Tu n'as qu'à détruire la base, rejoindre la station en orbite, ensuite nous voguerons tous les deux vers la Terre. Là-bas, je ferai de toi un dieu. Tu seras immortel. Nous régnerons ensemble sur les hommes. À 6h du matin, Piotr s'assura que personne n'avait survécu. Le gaz et le froid les avaient pétrifiés. À leur visage torturé, certains avaient compris qu'ils allaient périr. Mais Nadia était morte le sourire aux lèvres. Piotr en fut content. Il n'aurait pas aimé qu'elle souffre. Sur ses genoux était posée une tablette ouverte au chant 6 de l'Odyssée d'Homère. Il la laissa pour entreprendre sa propre odyssée. Piotr retourna au poste de commande et programma le chauffage au maximum de la puissance, en même temps que l'augmentation de la concentration d'oxygène. De quoi faire tout exploser. Puis il se rendit à la navette par laquelle il était arrivé 9 jours auparavant, donna l'instruction de retour vers la station orbitale. Les manœuvres dans l'autre sens étaient plus simples, car les 2 appareils disposaient d'un système d'arrimage synchronisé. « C'est moins tristement rustique que la base au sol, » commenta Ganymède en arrivant dans la station. « Mais je te promets que je nous ferai bâtir un palais sur le mont Olympe qui sera 1000 fois plus luxueux. » Piotr ne souhaitait pas s'attarder. Il se dirigea vers la cabine du vaisseau cargo et intégra les paramètres de trajectoire pour le retour vers la Terre. C'était un peu compliqué car la navigation n'était pas sa spécialité. En outre, les procédures nécessitaient d'habitude la coordination du pilote et des ingénieurs. Il y parvint néanmoins avec l'aide de Ganymède et actionna le désarrimage. Un léger choc, suivi d'une poussée des réacteurs du cargo, témoignèrent la réussite de l'opération. Il n'y avait plus qu'à s'installer tranquillement. Le voyage serait un peu long, mais il pourrait profiter de la place et des réserves pour lui seul. Un palais sur l'Olympe, se prit-il à rêver, pour régner sur les hommes jusqu'à la fin des temps, pour se venger aussi de ce qu'il avait subi. Si Sergueï était encore vivant à son retour, il lui montrerait qui était désormais le maître. Piotr venait de se servir un verre de vodka, accompagné d'une épaisse tranche de saumon fumé, lorsqu'une sirène retentit dans le vaisseau. « Que se passe-t-il » demanda Piotr. « Je l'ignore, répliqua Ganymède. Au manque d'assurance de sa voix, Piotr devinait un danger. Il se précipita vers le tableau de contrôle. Au lieu de partir vers la Terre, le vaisseau était en train de s'orienter vers la géante gazeuse. S'était-il trompé dans ses calculs en entrant dans la trajectoire ? « C'est Jupiter !» s'exclama Ganymède. « Il nous attire à lui !»
C'est impossible, tu m'as même toi-même dit qu'il n'était plus qu'un esprit sénile. En disant cela, Piotr ne put que constater que les commandes ne répondaient plus. Avait-il fait une fausse manipulation? Jupiter ne réagit plus depuis des siècles, continua Ganymède d'une voix désincarnée. Sauf que quelque chose vient de changer. Il y a désormais un humain à proximité qui croit en lui. Cela lui a redonné des forces. Il est seul depuis si longtemps et aussi sans doute aigri et jaloux. Pour rien au monde, il ne laisserait partir son compagnon.